La guerre économique entre la Russie et l'Occident devient de plus en plus complexe, et elle est loin d'être terminée. Alors que le G7 a saisi les réserves russes, Poutine contre-attaque en bloquant les actifs occidentaux sur son territoire. Ce qui est surprenant, c'est que même après le début du conflit, des banques occidentales continuent d'opérer en Russie, et elles y gagnent beaucoup d'argent. Rien qu'en 2022, ces banques ont versé près d'1 milliard d'euros en taxes au Kremlin. D'une certaine manière, la Russie tire aussi profit des actifs du G7. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Avec les sanctions, Moscou n'a plus accès au système SWIFT, donc plus de paiements en dollars ou en euros. Mais les banques européennes présentes en Russie jouent un rôle crucial. En réponse, elles augmentent considérablement leurs frais et commissions. Prenons l'exemple de Raiffeisen, une banque autrichienne. En 2021, elle a réalisé moins de 600 millions d'euros de bénéfices en Russie, mais l'année dernière, ce chiffre a triplé, atteignant 1,8 milliard d'euros. Naturellement, cela signifie aussi plus de taxes versées au Kremlin à hauteur de 464 millions d'euros. Le G7 cherche à faire sortir ces banques de Russie, mais Poutine ne compte pas les laisser partir si facilement, surtout après que l'Occident a saisi 300 milliards de dollars d'actifs russes. Ces banques permettent encore aux entreprises russes de traiter en devises occidentales. Raiffeisen est de quitter le marché russe en emportant 1,5 milliard d'euros de profit. Mais cela semble impossible pour l'instant. La Russie a gelé les actions de la banque et bloqué la vente de ses actifs, la piégeant sur place. Leurs fonds et opérations sont donc coincés en Russie. Cette situation montre à quel point les relations économiques entre la Russie et le G7 sont devenues un champ de bataille où tout le monde souffre. Pendant que Poutine construit un nouveau système financier avec la Chine, les banques européennes restent bloquées en Russie et continuent leurs activités. Des milliards de dollars sont piégés dans le pays, mais surtout, l'infrastructure financière occidentale reste encore accessible aux entreprises russes. C'est une faille majeure dans les sanctions du G7. Si l'on se penche sur les chiffres, Raiffeisen compte 2600 clients d'entreprise et 4 millions de comptes en Russie. Cela signifie que les entreprises et les particuliers peuvent toujours acheter et vendre des devises occidentales. Les entreprises peuvent encore recevoir des paiements en dollars et en euros, et les citoyens ont toujours accès au système SWIFT. N'était-ce pas l'objectif du G7 de couper la Russie du système financier mondial? En 2022, l'Occident avait imposé des sanctions à des banques russes possédant environ 1000 milliards de dollars d'actifs, y compris la plus grande banque russe, qui détient à elle seule plus d'un tiers des actifs bancaires du pays. Pourtant, aujourd'hui, la Russie trouve encore des moyens de commercer avec le monde. Alors que la Russie gèle les actifs de grandes banques de l'Union européenne, les États-Unis menacent les pays tentant de se dédollariser. En particulier, la Russie continue de commercer avec la Chine en utilisant le yuan et le rouble pour ses échanges. Environ 90% de ces transactions se font en dehors du dollar, et la Chine est désormais le principal partenaire commercial de Moscou. Alors, pourquoi l'Union européenne ne coupe-t-elle pas complètement la Russie de son système bancaire? La réponse est simple. L'Europe a encore besoin du gaz russe. En mai de cette année, la Russie a dépassé les États-Unis en tant que principal fournisseur de gaz naturel de l'Europe, un véritable coup dur pour les sanctions occidentales. Le prix du gaz est un facteur clé et l'impact est déjà visible. Des industries européennes, comme Volkswagen, sont au bord de la fermeture de leurs usines en Allemagne, un événement historique. Mais pas dans le bon sens. Aujourd'hui encore, l'Europe continue d'importer une quantité significative de gaz russe. La majorité de ce gaz provient de trois sources: le gaz liquéfié, le gazoduc Turkstream et le gazoduc de transit ukrainien. En 2023, l'Union européenne a acheté plus de 12 milliards de mètres cubes de gaz russe juste à partir de ces trois pipelines. Et bien sûr, l'Europe doit trouver un moyen de payer pour ce gaz. C'est l'une des principales raisons
pour lesquelles les banques européennes continuent d'opérer en Russie. Elles utilisent des devises occidentales, comme l'euro, pour effectuer les paiements. Il y a une énorme pression de la part des États-Unis pour que ces banques ferment. C'est certain. Mais si elles le font, l'Europe fera face à de gros problèmes de paiement. Elle pourrait être forcée de payer en roubles ou, pire encore, en yuan chinois, ce qui profiterait directement à Moscou ou à Pékin. Les banques européennes se retrouvent donc dans une impasse. Même si elles veulent partir, la Russie ne leur permet pas. En plus de cela, il y a encore plus d'argent bloqué en Russie. Des milliards de dollars de bénéfices occidentaux sont piégés dans le pays. Environ 8 milliards pourraient être gelés ou immobilisés. Après la saisie de ses réserves nationales, la Russie est furieuse et pourrait toujours riposter contre les entreprises occidentales encore présentes sur son sol. En mai de cette année, on estimait que plus de 2000 entreprises étrangères continuaient d'opérer en Russie, alors que moins de 400 avaient quitté le pays. Celles qui sont parties ont dû payer un prix élevé pour le faire, car la Russie impose une forte taxe de sortie. Peut-on dire que cela compense les 300 milliards d'actifs saisis par le G7? Peut-être oui, peut-être non. Mais une chose est sûre, de nombreuses entreprises sont prises au piège pour les mois et années à venir. Et ce cauchemar devient encore plus effrayant lorsqu'on parle du dollar américain. Tout le monde sait que le dollar est la monnaie de réserve mondiale, avec plus de 80 à 90% des transactions effectuées en dollars dans certaines régions du monde. Mais de grandes fissures commencent à apparaître, notamment en tant qu'actifs de réserve. Depuis la crise de 2008, les pays détiennent de moins en moins de bons du Trésor américain. Leur part est passée de plus de 55% à moins de 30%, ce qui est une très mauvaise nouvelle pour le gouvernement américain. Rappelez-vous que l'économie des États-Unis fonctionne principalement grâce à la dette. Ils doivent emprunter de l'argent pour survivre. Et si les pays continuent de bouder la dette américaine, cela ouvre la voie à une véritable crise pour la plus grande économie du monde. Lorsque la demande pour les obligations diminue, les taux d'intérêt doivent augmenter, ce qui fait grimper le coût du maintien de la dette. Regardez ce graphique, c'est effrayant. Les paiements d'intérêt des États-Unis ont dépassé 1000 milliards de dollars en 2023. Cela a explosé juste après les confinements de 2020. Une partie de cette hausse provient des énormes plans de relance, mais aussi de l'emprunt massif pour soutenir l'économie américaine. Si le monde s'éloigne du dollar, la dette nationale pourrait monter en flèche. Les paiements d'intérêt pourraient atteindre 2 ou même 3 trillions de dollars d'ici la fin de la décennie. C'est pour ça qu'il y a une telle urgence pour le gouvernement américain à préserver le statut du dollar. La situation est si grave que Fitch a récemment déclassé la note de crédit des États-Unis. Notre système financier continue d'augmenter le plafond de la dette en affirmant clairement que le Congrès reste fidèle à ce principe fondamental. L'Amérique paye toujours ses dettes. Nous ne sommes pas un pays mauvais payeur. Mais si ce principe est compromis, même en donnant l'impression que nous pourrions toucher le plafond sans parvenir à un accord, les effets seraient dévastateurs sur les marchés financiers et l'économie. Janet Yellen a révélé la stratégie. L'emprunt doit se poursuivre, coûte que coûte. Et maintenant, une nouvelle inquiétante nous vient du candidat Donald Trump. S'il est élu, il a promis de punir les pays qui s'éloignent du dollar en imposant un tarif douanier de 100% sur ces pays. Le dollar est sous une pression énorme et Trump veut inverser la tendance. Cependant, ce n'est pas une bonne idée. Certains aspects de la politique de Trump peuvent avoir du sens pour les États-Unis, mais en ce qui concerne les tarifs commerciaux et la question du dollar, il fait fausse route. Il est important de prendre cela au sérieux, car Trump est en tête dans les sondages, et il est de plus en plus probable qu'une guerre commerciale mondiale éclate en 2025. Les États-Unis pourraient alors commencer à pénaliser les pays qui cessent d'utiliser le dollar en imposant des tarifs massifs sur les biens importés sur le marché américain. De plus, nous pourrions voir des contrôles à l'exportation et des accusations de manipulation de devises. Si un pays décide d'utiliser l'euro, le yuan ou la roupie au lieu du dollar, il pourrait être frappé financièrement.
Si vous cherchiez un événement de découplage économique mondial, eh bien, le voici. Les États-Unis utiliseraient le dollar comme une arme contre les pays réticents, poussant cette situation à un nouveau niveau. Prenons en considération l'état actuel de la Russie et de la Chine, deux pays déjà marginalisés. Les États-Unis les frapperaient-ils avec des taxes pour manipulation de devises? Et combien cela représenterait-il? Qu'en est-il du Moyen-Orient et de l'Asie? Le gouvernement américain leur infligerait-il aussi des sanctions? Cette approche ne finirait pas bien pour les États-Unis non plus. Le pays souffre d'un énorme déficit commercial avec le reste du monde, ce qui signifie que nous importons bien plus que nous n'exportons. La Tax Foundation a estimé que l'impact combiné d'imposer les tarifs de Trump, même à 10% sur les importations mondiales et à 60% sur les produits chinois, pourrait réduire le PIB américain d'un point entier et détruire près de 700 000 emplois. En d'autres termes, un véritable désastre. L'inflation monterait en flèche et d'autres pays riposteraient en imposant leurs propres tarifs sur les exportations américaines. Le plan de Trump pour le dollar est tout simplement absurde. Forcer le monde à utiliser le dollar sous la menace ne ferait qu'accentuer le rejet de cette monnaie. De plus en plus de pays se tourneraient vers le commerce bilatéral et moins de dollars seraient réinvestis dans les bons du Trésor américain. Du côté de la croissance économique, le Sud global et les BRICS l'emporteront. En 2024, la croissance des États-Unis est estimée à seulement 2,7%, malgré les dépenses déficitaires massives. En revanche, l'Inde, la Chine et le reste des BRICS feront bien mieux que le G7. Ces pays préfèrent utiliser leur propre devise, et abandonner le dollar ne serait pas une perte pour eux. Si l'Amérique punit les pays qui ne veulent plus utiliser le dollar, ils trouveront simplement d'autres partenaires commerciaux. Ils achèteront et vendront davantage au sein du bloc des BRICS, tout en continuant à vendre leurs produits aux États-Unis via des pays intermédiaires comme le Mexique, ce qui entraînera une hausse des prix pour les consommateurs américains. Cette situation est désespérée et se retournerait inévitablement contre l'économie américaine. L'inflation exploserait, le déficit se creuserait encore plus, et le niveau de vie des Américains s'effondrerait. Et si ces pays décident d'éviter le dollar, ils cesseront également d'acheter des obligations américaines comme réserve de valeur. Ce plan est dangereux. J'espère sincèrement que Trump ne fait que du bluff, car sinon, cela marquerait peut-être la fin du dollar. Qu'en pensez-vous? La Russie saisira-t-elle encore plus d'actifs et les États-Unis puniront-ils vraiment les pays qui abandonnent le dollar? Laissez vos commentaires ci-dessous, restez en sécurité et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on puisse traverser ensemble cette période folle.